All right, I'm going to open the webinar. Welcome, everyone. Bonjour à tous. So the webinar will start in a few minutes. In the meantime, why don't you tell us where you're connecting from using the chat box? Hola. Tudo bom? Bonjour. Bonjour, Christine. Hola, Susana. Merhaba, Esma, in Turkey. Hi, Peter. Nice to see you back. Bonjour, Doris. Hola, Rocio. Hola, Susana, ¿qué tal? Welcome, everyone. We'll start in a few minutes. In the meantime, don't hesitate to let us know where you're connecting from. Pour l'interprétation, vous pouvez trouver les boutons au bas de votre écran. Hello, Zepe, connecting from Malaysia. Awaludin connecting from Indonesia, Jakarta. Oh, Galabuanaksan, people from Somaliland. Okay. People connecting from Santa Cruz, California. Hello, Mark. Hello, colleagues. Welcome and welcome back. We're starting in a few minutes. Let us know where you're connecting from and don't hesitate to find interpretation at the bottom of the screen. Hola, Claudia. Hello, Samong from Cambodia. We really have people from around the world. Hello, Mark from Hong Kong. Khaled Marhaba. Kifak. Hello, Ahmad from Lebanon. Hello from Canada. We'll start in just a minute. Don't hesitate to look for interpretation at the bottom of your screen. Bonjour Christine, qui est en France, tout près de la Suisse, si je me souviens bien. So let's just wait a few more seconds and we'll start. Hello Delphine, nice to see you. All right. Hello, everyone, and welcome to the fourth and last webinar on equity, privatization, and the right to education. My name is Amélie Gagnon, and I'm leading the development unit at UNESCO's International Institute for Educational Planning, IIEP. And from the IIEP offices in Paris, Buenos Aires, and Dakar, we support ministries of education all around the world to strengthen planning and management processes, and hopefully towards more equitable education. Part of our work is through training, technical cooperation, research and development,
And over the last decades, we've published different studies and methodologies that address the interface between law, rights, and education, and also how different policies, such as the regulation of private provision of education, can affect access, equity, and overall development. And so we are working on different tools, and now specifically a tool that will support planners in ensuring that education sector plans reflect current and forthcoming efforts in fulfilling the right to education. And all of this brings us to today. With the research and development team here in Paris, we designed a series of webinars that take stock of the most recent research in the area of equity, privatization, and the right to education. And it's our pleasure to welcome Dr. Frank Adamson for this 4-part series. So it's already the fourth occurrence of this webinar. And we are really happy to have you on board, Frank. So you're an assistant professor of education leadership and policy studies at Sacramento State University, California State University in Sacramento. And you've led us throughout this series over a series of topics that we see on the screen now. And so we've had different guests over the last 4 weeks. And today, for the last discussion, we have Camila Crosso. And so Camila, you're director of education program, the higher education program at Open Society Foundations. And we're really happy to have you on board with us today. And so through these webinars, we've been discussing the definition and diffusion of private education and the different ways that we are engaging with private providers and the right to education. And so all the materials that we've been discussing, presenting are available on the website of the event. And so I will put the link in the chat box in just a minute. And we invite you to continue the discussion on Twitter. We've been using a few hashtags. You can tag IIP, you can tag Frank and myself, and Camila now to continue this discussion online. I will leave the floor to Frank in just a second. I invite all of you participants to use the Q&A function of Zoom to ask questions to our panelists. And of course, you can select the interpretation in the language of your choice using the globe icon at the bottom of the screen. So let's start the discussion, and we'll engage with Q&A at the end of the session. Great. Thank you, Amelie, and thank you to IIP for all of the great work hosting this series, and thank you to Camila. Merci à Émilie et merci à l'IPE, merci à Camila d'être avec nous aujourd'hui. Et je vais partager mon écran avec vous. Je voudrais attirer l'attention des gens sur le fait qu'aujourd'hui, nous allons faire plutôt une synthèse et nous allons surtout discuter. Donc, utilisez s'il vous plaît la boîte de dialogue et donnez-nous vos idées, partagez avec nous vos pensées pour que nous puissions les intégrer dans le cours de la discussion. Aujourd'hui, nous avons avec nous Camila Crosso que je vais présenter dans un instant. Et voici donc la trajectoire que nous avons suivie. D'abord, au cours du premier webinaire, une introduction. Nous avons ensuite comparé les approches. Puis, nous avons abordé l'éducation en tant que droit de l'homme. Et je vais entrer un petit peu plus dans le détail de tout ceci pour vous rafraîchir la mémoire, pour synthétiser. Et pour ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi les autres séminaires, vous encourager à aller voir un peu ce qui a été dit pendant ces séminaires et ces webinaires. Au cours du premier webinaire, nous avons parlé des définitions de la privatisation de l'éducation. Nous avons parlé de la façon dont cela se faisait, les voies et où est-ce que cela se produit dans le monde. Dans le deuxième, nous avons parlé des éléments de preuve autour de la qualité des réalisations, de l'équité et les différentes alternatives en matière de politique. Dans le troisième webinaire, nous nous sommes penchés sur le droit à l'éducation, notamment tel que indiqué dans les principes d'Abidjan, et nous sommes également penchés sur les voies de mise en œuvre. Et nous allons entrer un petit peu plus dans le détail ici, et l'élément clé de la définition de la privatisation de l'éducation, nous avons pris cela chez différents chercheurs, donc il y a plusieurs éléments: le financement,
Est-ce que ce sont les familles ou les gouvernements qui financent? Il y a également un élément gestion qui supervise le programme d'enseignement, son contenu et la propriété à qui appartient les bâtiments de l'école et le capital. Et ces trois composantes peuvent se combiner. Si elles sont toutes les trois publiques, c'est un système public. Et la privatisation se fait lorsque l'on a quelques éléments publics et également d'autres éléments privés. Et on peut avoir des écoles parfaitement et entièrement privées. Et comment est-ce que la privatisation se produit? C'est un diagramme très compliqué dont je ne vais pas vous expliquer la totalité, mais nous avons identifié 5 voies différentes comme l'héritage historique, l'insuffisance de dispositions sur le plan public, les catastrophes qui détruisent les infrastructures publiques, l'idéologie, c'est une question de choix, de rhétorique de choix et le fait que l'on soit un peu désillusionné face aux institutions publiques et également le fait de moderniser l'éducation. Donc, ce sont des voies à travers lesquelles la privatisation peut se faire. Nous avons parlé des écoles privées, des chèques éducation, des écoles sous contrat, et cela peut se produire dans différents endroits. Et nous avons également parlé des différents droits, et cela ne signifie pas du tout que ceci soit exhaustif, mais ce sont les différents mécanismes et voies que l'on peut trouver. Et ensuite, nous avons présenté une carte qui vous montre où cela se produit à travers le monde. Et il est intéressant de noter que ces données sont incomplètes et ce n'est pas une représentation complète de ce que nous avons vu en regardant les définitions. Il y a des différences et avec Tony Verger, je lui demandais pourquoi est-ce que c'est rouge et cela est lié à la façon dont le reporting pays se fait pour le CITE 1. Mais cela nous donne une idée et nous permet de voir où est-ce que cela se produit. Et il y a également les infographies. Désolé de ne pas pouvoir se voir en présentiel, sinon vous auriez eu cela entre les mains, mais pour l'instant, ceci est disponible en ligne. Et cela vous permet de voir quel est le pays le plus à risque avec la population déscolarisée la plus importante. Et ensuite, nous avons regardé les façons dont nous pouvons faire les choses différemment. Nous avons regardé les moteurs de la politique, la logique économique, les mécanismes éducatifs et nous avons comparé les approches d'investissement public avec l'approche de la privatisation. Et vous pouvez voir les différences à tous les niveaux du système et ceci décrit réellement les processus de prise de décision qui existent et leurs différences, pourquoi est-ce qu'ils se font ainsi, quelle est leur logique, etc. Et pour ce qui est des éléments de preuve, nous sommes penchés sur les problèmes d'équité et j'ai présenté une des recherches qui ont été menées aux États-Unis et nous voyons que il y a eu des différences très importantes en matière de réalisation pour les écoles sous contrat qui dépassent les écoles publiques en matière de performance. Et ensuite, nous regardons les enfants ayant des besoins particuliers et les résultats ne sont pas les mêmes selon les écoles privées ou publiques. Donc, très souvent, la question qui est posée ne pose pas de questions sur la sélection des étudiants et des élèves. Et dans de nombreux cas, l'idée fondamentale de la concurrence dans un système scolaire amène à sélectionner les élèves et également à faire une meilleure évaluation des élèves à travers les tests. Anthony Verger nous a parlé du niveau mondial et nous a présenté cette diapositive qui se penche sur l'apprentissage, les résultats de l'apprentissage en fonction des programmes. Et à mon sens, le résultat principal est l'impact négatif sur l'équité pratiquement partout, avec une légère différence pour les programmes avec des chèques éducation. Mais ceci est donc très important en matière de la dimension de l'équité dans l'éducation. Et nous savons que c'est l'un des premiers objectifs de l'ODD 4.
Au cours du troisième webinaire, nous avons abordé les droits humains et nous avons essayé d'équilibrer cela avec l'éducation. Et nous avons donc regardé quel est donc le socle pour les droits de base humains et comment s'assurer qu'aucun de ces droits humains, des droits de l'homme, ne sont laissés de côté. Lorsque nous parlons, nous avons parlé des principes d'Abidjan et le processus du développement des principes d'Abidjan. Nous avons abordé un petit peu tout ce que ce sont ces principes, ces 97 principes dans 6 domaines différents. Et ce sont là les 6 sections différentes des principes d'Abidjan. Les dispositions générales, la protection du droit à l'éducation avec le maximum de ressources disponibles, la participation du privé, le financement, la redevabilité, le suivi, les remèdes et la mise en œuvre. Ce sont des principes que l'on peut trouver en ligne. Et je voulais juste m'assurer que tout le monde a ce lien. Cet dispositif sera également disponible et le lien vous sera disponible. Il ne faut pas oublier que nous allons publier très bientôt un livre qui entre beaucoup plus dans le détail de tous ces points et des principes d'Abidjan et certains des problèmes importants sur le plan juridique et sur le plan de l'éducation. Et ce livre devrait être publié en mai 2021. Et enfin, une partie de renforcement des capacités, ce sont des opportunités comme celle-ci de familiariser les gens avec les principes d'Abidjan. Vous n'oubliez pas que dans le webinaire 3, l'idée n'est pas d'avoir donc une vue exhaustive des principes d'Abidjan, mais de vous permettre de comprendre comment trouver quelque chose dans les principes d'Abidjan. Et là encore, si nous étions en présentiel, je vous ai redonné un de ces documents, mais je vous encouragerai à télécharger cela. Et nous nous réunirons certainement à un moment donné en présentiel à l'avenir. Et comme l'a dit Amélie, ce sont des outils techniques très importants pour traduire le droit à l'éducation dans la réalité, nous a dit Amélie. Et enfin, je voudrais aborder certains des thèmes qui découlent de ce troisième séminaire. Et en fait, c'est un résumé très rapide. Le public a posé beaucoup de questions pointues. Merci de votre participation, de vos questions, de vos réponses. Et nous pourrons poursuivre la conversation aujourd'hui. Mais certaines des idées étaient de savoir dans quelle mesure les principes d'Abidjan sont contraignants. Est-ce que la ratification est nécessaire? Non, parce qu'ils découlent de traités qui ont déjà été ratifiés. Et il y a eu ensuite des questions sur le suivi et quels sont les éléments qui devraient figurer dans une nouvelle constitution politique. Ce sont là des questions importantes, mais je voulais donc les signaler. Et il y a eu cette question concernant la rareté des ressources et les applications dans la vie réelle. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une pauvreté importante et comment traiter cela avec les politiques de l'éducation? Et il y a des projets sur lesquels je travaille aux États-Unis et qui portent justement là-dessus pour mesurer ce que cela demande de créer des opportunités éducatives dans le système scolaire et ce que cela demandera d'éliminer ces barrières sociales. Donc, c'est un travail continu, un travail intense, rigoureux et une nouvelle ligne de recherche. Et enfin, tout le monde a dit que la privatisation reste une question complexe et dépend des définitions locales. Il y a une question qui concerne les écoles privées publiques, la corruption, le rôle des sociétés privées, et nous espérons pouvoir revenir sur certains de ces points aujourd'hui. Sans plus attendre, je voudrais vous présenter Camilla Crosso, qui est directrice du programme d'éducation à la Fondation Open Society. Auparavant, elle travaillait pour la campagne latino-américaine pour le droit à l'éducation. Elle a été présidente de la campagne internationale pour l'éducation entre 2010 et 2018. Elle a publié sur le financement de l'éducation, la non-discrimination et le droit à l'éducation et a joué un rôle actif dans les négociations sur l'ODD 4, son approbation finale et l'intégration dans les différents contextes. Merci. Merci Camilla d'être parmi nous. Et comme l'a dit Franck, vous avez une grande expérience aussi bien avec la société civile que dans des postes plus politiques et plus stratégiques. Et
Nous aimerions vous entendre votre point de vue sur le premier segment de cette série de webinaires. Et notamment, est-ce que vous avez des idées sur les implications à d'autres niveaux éducatifs au-delà du primaire ou, disons, de l'enseignement de base? Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à l'IPE de m'avoir invité et félicitations également d'avoir hébergé ces 4 webinaires. Je sais que le public a été nombreux et merci. Et je vais prendre 10 minutes pour mettre en exergue un certain nombre de points sur la question de la privatisation de l'éducation. Et je voulais cadrer mon intervention en mettant l'accent sur le renforcement du système éducatif démocratique. Quels sont les sujets, quels sont les problèmes qui peuvent en fait nous aider, dirais-je, peu importe où nous sommes, quel est notre poste. Mais parmi ceux qui sont concernés par la mise en œuvre de l'éducation en tant que droit de l'homme fondamental, nous sommes tous préoccupés et nous reconnaissons tous le rôle conséquent de l'État en tant que garant des droits de l'homme. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Où est-ce que nous pouvons investir du temps, de l'énergie et notre force de stratégie pour nous assurer que ce droit est en fait réalisé de manière universelle et offert à tous, indépendamment de où, qui, à quel moment, ou comme vous l'avez dit, Amélie, à quel niveau d'éducation l'on se trouve. Et c'est en réalisant le droit à l'éducation, lorsque l'on parle du point de la réalisation de l'éducation, de l'accès à l'éducation, ce qui est important, c'est de mettre l'accent sur l'importance du système éducatif public. Et là, je voulais un petit peu développer ce point. Et la première chose que je souhaiterais mentionner ici, et je me souviens d'une des diapos que Franck nous a montrées, et qui demande comment est-ce que la privatisation peut se développer. Et je voudrais parler de l'importance de la revalorisation de ce qui est public. Et je voudrais souligner le fait que ce n'est pas uniquement l'éducation publique. Je parle de tout ce qui est public, le public dans son ensemble. Et donc, tout ce qui peut, que l'on peut trouver sous ce terme public. Et il faut comprendre cette reconnaissance importante de l'importance de tout ce qui est public. Et là, je fais référence à la santé publique en particulier, mais également à l'éducation publique et rôle très important que jouent les institutions publiques d'enseignement et la résonance que cela peut avoir et également toutes les difficultés dont nous sommes tout à fait conscients. Valoriser ce qui est public est une idée très importante car cela est lié à la sensibilisation, à la perception, à l'état d'esprit et cela est également lié à la façon dont se forment les consciences, dont elles sont façonnées et donc pour nous, l'importance de se pencher sur les espaces d'éducation formelle, mais également les espaces non formels et également de certains acteurs comme les médias. Quel rôle jouent les médias pour façonner les états d'esprit qui permet de revaloriser ce qui est public? C'est le premier point que je souhaitais mettre en exergue. Un autre point dans le cadre du renforcement des systèmes d'éducation publique concerne le financement. Et là, nous pouvons ouvrir la discussion, mais le débat est de savoir comment créer et mettre en place une sensibilisation de l'investissement dans l'éducation publique. Et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par la valorisation du public.
Mais le financement de l'éducation publique implique de regarder de très près le financement au niveau national et nous pouvons aller plus en profondeur, essayer de comprendre l'importance de la législation qui protège les budgets de l'éducation et les seuils minima, soit à travers un pourcentage du PIB, et qui est ce que nous constatons dans beaucoup de pays, un pourcentage du PIB, du budget, ou peut-être également avoir des seuils de qualité éducative à travers le nombre d'élèves. Donc, il y a différentes possibilités, mais les États doivent assurer un financement suffisant. Et ceci nous amène à d'autres questions qui tournent autour de la dette, l'annulation de la dette, la justice et la coopération dans le domaine de l'éducation et tout le débat autour du partenariat global pour l'éducation et les formes bilatérales ou multilatérales de coopération pour l'éducation. Et tout ce paquet doit être aussi bien construit que possible et nous devons toujours comprendre que même en temps de crise, la santé publique, l'éducation publique, les services de base, les biens publics ne peuvent être définancés. Les paramètres des droits de l'homme montrent que la régression est une violation des droits de l'homme. Donc, si nous regardons les nombreuses déclarations que l'on peut trouver autour des ODD, par exemple, la question de la non-régression est une question fondamentale. Et aujourd'hui, où nous vivons des moments de crise particuliers, malheureusement, nous constatons qu'il y a des coupes budgétaires et il faut que la pression publique s'exerce et dise non, nous devons avoir les ressources nécessaires. Comment est-ce que nous pouvons puiser dans ces ressources? C'est là la question. Et tout cet ensemble n'est pas seulement quelque chose qui concerne le financement national, mais comment relier cela au niveau internationaux. Donc, les débats autour des taxes ne concernent pas uniquement le niveau national, mais la nécessité de créer des forums mondiaux, des architectures mondiales qui traitent de la dette et de la justice. Il y a actuellement, on parle de la création d'une instance des Nations unies qui va se pencher sur la justice et qui est de plus en plus important dans les programmes d'éducation. Mais il y a quelques points qui sont importants lorsque l'on parle du renforcement de l'éducation publique et j'aimerais vous parler donc de la valorisation de la profession enseignante. Il n'est pas possible d'avoir des systèmes d'éducation publique solides ou robustes ou d'assurer l'équité ou encore d'assurer des résultats d'apprentissage holistique ou simplement d'avoir le résultat des processus pédagogiques, des résultats qui soient bons et positifs et qui répondent aux besoins de l'éducation si l'on n'a pas une profession enseignante qui est valorisée. Et nous parlons de la profession dans l'éducation, car il y a d'autres professionnels dans l'éducation qui ne sont pas des professionnels de l'enseignement, mais qui s'occupent d'autres éléments dans le système éducatif et qui ont également une valeur égale. Il faut que les droits et les conditions de la profession enseignante et sa valorisation réelle soient comprises comme étant le point important pour l'organisation du droit à l'éducation. Il n'est pas possible de réaliser ce droit à l'éducation si l'on ne valorise pas la profession enseignante. Et cela signifie offrir de bonnes conditions de travail, un bon salaire, assurer la liberté universitaire. Et c'est un élément qui est très cher aux yeux de Open Society Foundation. Et il faut également discuter de ce qu'est la liberté académique, l'autonomie des enseignants. Et nous savons que c'est un élément qui est menacé. Et il faut voir comment est-ce que certains éléments affectent directement la profession enseignante. Et malheureusement, il y a une ubérisation de la profession enseignante et les enseignants sont vus comme étant
comme ayant appliquant des processus qui sont totalement anti-éducation, car l'on n'encourage pas la réflexion, ni la collectivité, ni on n'amène pas les enfants à poser des questions, on ne les encourage pas à oser, à remettre en question. Et cela doit être un élément central lorsque l'on réfléchit à la manière de renforcer l'enseignement public. Un autre élément, et je conclurai sur ce point et très rapidement, c'est l'élément de la gouvernance démocratique de l'enseignement public. Et nous ne pouvons pas avoir un système d'éducation publique solide si l'on n'a pas les acteurs autour de la table. Et là, je voudrais également parler des étudiants et des élèves et qui sont des acteurs essentiels et qui ne sont pas autour de la table où se prennent les décisions. Et ce sont des adultes qui prennent des décisions en considérant que les élèves ne sont pas à même de réfléchir. Or, les élèves sont des êtres et faire une telle déclaration, c'est ne pas connaître les élèves et leur potentiel. Donc, les élèves doivent être présents autour de la table des négociations, comme les enseignants et les experts de l'éducation. Et cette gouvernance démocratique est également essentielle, car lorsque l'on parle de valorisation de ce qui est public, nous supposons que la prise de décision se fait à travers un processus qui reconnaît ce débat et qui tient compte de ces différentes perspectives et qui encourage la réflexion et la prise de décision. Et de façon à ce qui est fourni soit le résultat de ce dialogue public large. Et c'est un élément essentiel dans l'enseignement public, la prise de décision, le processus de réflexion et la définition du contenu de l'enseignement de A à Z. Et pour en terminer, je viendrai à votre point, Amélie, le droit à l'éducation n'est pas lié à l'âge. Aucun des droits de l'homme n'est lié à l'âge. Un droit est humain. Il est inhérent à la condition humaine. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est lié à l'âge. Et les systèmes doivent offrir le droit à l'éducation du début jusqu'à la fin. Et il faut que l'on comprenne que le droit à l'éducation n'est pas lié à l'éducation ni au niveau de l'éducation. Il faut que cela soit bien ancré. Et en tant que brésilienne et latino, je peux dire que les conférences régionales de l'enseignement supérieur qui se tiennent et qui se sont tenues en Amérique latine ont été extrêmement importantes parce qu'elles considèrent l'enseignement supérieur comme faisant partie du droit à l'éducation et des biens publics. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais encore à dire sur la gouvernance et la responsabilité, mais je vais laisser cela pour les discussions qui vont suivre. Donc, je m'arrêterai là pour l'instant. Merci beaucoup. Cette partie était tellement riche que j'avoue que je ne sais pas où commencer. Il faudrait que je réécoute tout ce qui a été dit parce qu'il y avait tellement d'éléments importants et intéressants, mais je pense que on n'a pas dit que ce qui en découle, c'est que tout est lié. On ne peut pas avoir un débat démocratique ou ne pas avoir de débat démocratique si l'on n'investit pas dans l'éducation et si ceci n'est pas valorisé à travers les médias, le secteur de l'éducation, la communication, la communauté de manière générale. Et c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et j'espère que nous prendrons le temps de parler de la question de la gouvernance un petit peu plus tard. Il y avait un commentaire très intéressant dans le chat qui met en relief la tension entre la qualité et l'égalité. Donc, si vous n'avez pas une éducation égalitaire, c'est très difficile de dire que c'est une éducation de qualité. Si vous êtes complètement découpé de la population, même si l'éducation est de bonne qualité, encore une fois, ce n'est pas du tout équitable. Donc,
je pense que vous voulez ajouter quelque chose sur les disparités parce que le niveau des entrants n'est pas tout à fait égalitaire en fonction des géographies, en fonction des niveaux d'éducation. Donc, comment les États font face à ces problèmes dans le secteur éducatif? Oui, bien sûr. Écoutez, je pense que le commentaire dans la question et réponse est très important. Nous travaillons avec l'IPE sur la traduction des principes d'Abidjan et le rapport de suivi mondial. Et nous souhaitons également, en fait, faire valoir les principes d'égalité. Les résultats, nous avons en fait une perspective très traditionnelle. Nous pensons que le résultat d'apprentissage est un indicateur de la qualité. Et donc, il faut que nous nous éloignions de cela. Et comment le faire dans les contextes très spécifiques? Et il faut qu'on prenne en compte l'intégralité des principes d'Abidjan et le droit à l'éducation. Et c'est le travail qui est en cours de façon très sérieuse dans plusieurs institutions. En ce qui concerne la variation des ressources dans les différents niveaux d'éducation et dans les différentes régions du monde, d'abord, j'apprécie beaucoup l'aperçu très large de Camilla des différentes composantes dont nous avons évoqué, dont nous avons parlé, en termes de public, en termes de ce qu'il faut faire pour encourager les systèmes éducatifs. Donc, moi, je m'aimerais dire que nous n'avons pas les mêmes défis dans les différentes zones. Nous avons des écoles privées à faible coût en Afrique, ce qui est très différent de la situation en Amérique du Sud. Nous avons aussi l'école fantôme dans certaines régions et donc il y a aussi un problème de politique. Nous n'avons pas encore parlé de cette question, mais c'est un domaine où il y a l'acteur privé qui est impliqué. On peut vraiment perdre les bons enseignants parce qu'ils vont travailler euh, pour dans les centres privés d'éducation. Et donc, c'est très difficile de garder les enseignants dans les salles de classe. Parfois, lorsqu'on a ce genre de système parallèle ou l'école de l'ombre, comme on dit. Et il y a aussi des questions de financement internationaux qui a été évoqué par Camilla. Mais il y a un certain nombre de questions qu'on doit vraiment résoudre, hein. Nous avons parlé en fait d'une approche commerciale. Alors, qu'est-ce qui se passe en Suède, en Finlande? Les scores PISA, surtout en Finlande, ont chuté. Et donc, faut-il se tourner vers l'Asie du Sud pour voir pourquoi est-ce que les scores de PISA sont élevés? Et un auteur finlandais que je lisais a signalé que la Finlande est le seul pays qui est vraiment dans la cadran supérieur pour la qualité et pour le bien-être. Donc, il y a cette école, ce shadow schooling ou l'école de l'ombre. Et il y a aussi d'autres problèmes. Est-ce que nous investissons dans le public pour que l'éducation ne soit pas mise à mal? Et il faut traduire tout cela en droits de l'homme. Il ne faut pas que l'éducation soit vraiment centrée sur les scores, mais il faut
que l'éducation inclut également l'épanouissement et le développement personnel et le développement de l'étudiant. Et c'est quelque chose qu'il faut faire à l'échelle mondiale. Donc, comment réaliser cela? Comment atteindre cet objectif? Et nous devons vraiment prendre cette question au sérieux. Et donc, je vous redonne la parole avec cela. Merci. Oui, merci beaucoup. Donc, Camilla, je ne sais pas si vous voulez réagir ou vous voulez apporter un complément d'information par rapport à ce qui vient d'être dit. Écoutez, je souhaite aussi répondre à ces commentaires excellents que je vois dans le chat et je ne sais pas si je pourrais le faire maintenant. Oui, oui, bien sûr. Je pense que vous pouvez le faire parce que beaucoup de questions sont liées à ce qui vient d'être dit et les points soulevés par Franck sont liés à la question de gouvernance. Et dans les commentaires, nous voyons des questions sur... Oui, vous avez parlé de cela dans vos commentaires de début. La situation de crise a mis beaucoup de pression sur les gouvernements. En même temps, la crise a créé des opportunités à d'autres secteurs comme les entreprises de téléphonie. Donc, il y a vraiment une question autour de cette gouvernance de l'éducation. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un certain nombre de commentaires dans le chat qui parlent de ce capitalisme catastrophique et ce qui se passe en cours, ce qui est un exemple assez flagrant. Le capitalisme catastrophique est quelque chose qui nous préoccupe à l'échelle internationale. Je pense que on parle de cela dans certaines régions comme le Haïti, mais dans le contexte de crises multiples, même avant l'avènement de la COVID, il y a en fait un récit de crise dans l'éducation et qui est très profondément ancrée. Et cette crise est prioritaire dans l'agenda mondial. Et cette crise est en train de promouvoir la logique du capitalisme catastrophique. Nous voyons des scénarios de crise de toutes sortes, les guerres, les catastrophes déclenchées par l'homme, les catastrophes naturelles. Et je pense que nous devons vraiment faire très attention. Nous devons anticiper les problèmes et nous devons essayer de trouver des solutions. Le contexte actuel pourrait basculer des deux côtés. Il y a un contexte de capitalisme catastrophique, il y a aussi un contexte ATEC, et cela veut dire que les écoles peuvent être démantelées dans une certaine mesure, et cela peut aussi impacter la profession de l'enseignant. On peut dévaloriser la profession de l'enseignant. Et l'éducation doit vraiment être perçue comme un droit à l'homme et il faut absolument que les enseignants soient valorisés et on ne devrait pas pouvoir les substituer pour quoi que ce soit. Il ne faut jamais non plus déconstruire cette profession de l'enseignant. Alors que le capitalisme catastrophique est en train de le faire. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Je pense que nous devons vraiment renforcer les systèmes, surtout pendant la crise. La crise nous démontre qu'il est impératif d'avoir les systèmes sanitaires, les systèmes éducatifs très robustes et aussi d'autres systèmes publics. Je voudrais également parler deux autres points.
Ma définition de droit de l'éducation englobe l'équité. Je parlais de certaines dimensions quand j'ai parlé, mais je pense qu'il est très important de se pencher sur l'équité. L'équité fait partie de la qualité pour moi. Et en fait, selon mon prisme, le droit, je ne peux pas en fait je ne peux pas séparer la qualité et l'équité. La qualité et l'équité font partie de ce droit à l'éducation. On ne peut pas parler des résultats au détriment de la démocratisation de l'éducation. Et je suis très préoccupé parce que les négociateurs de SDD savent très bien que on, on- on a vraiment en fait dû lutter très très dur pour éviter un certain nombre de problèmes et l'équité et la qualité doivent vraiment faire partie de ce récit. Donc, on a vraiment lutté pour faire valoir dans l'ODD la notion de la qualité et la notion de l'équité. Donc, juste pour répondre à à ce concept évoqué par Peter, le droit à l'éducation a tout à fait un autre sens si vous regardez les conventions internationales. Le récit est un tout petit peu différent lorsque vous parlez de l'éducation obligatoire et l'éducation non obligatoire. Mais nous savons que ces normes internationales parlent aussi de la réalisation progressive de l'éducation gratuite sur tous les niveaux. Et vous avez des différents pays comme le Brésil où même l'éducation non obligatoire doivent être gratuits si c'est dans le public, ce qui est le cas de l'enseignement supérieur et de petite enfance. Mais si vous regardez les résolutions régionales de l'enseignement supérieur est perçu comme un droit. Donc, nous devons faire très attention et encore une fois, il ne faut pas du tout tomber dans la régression. Si nous pouvons avancer, si nous pouvons consolider le droit à l'éducation, si nous pouvons faire valoir l'éducation comme étant un droit humain intrinsèque, je pense que cela vraiment va être très utile pour la réalisation de beaucoup d'objectifs. Donc, merci beaucoup, Franck. Est-ce que vous voulez commenter quelque chose? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Oui, j'adore vraiment un auditoire si passionné parce que c'est très intéressant de voir toutes ces idées. Je suis tout à fait d'accord que ce qui vient d'être dit est très important. Nous voyons qu'il y a une opportunité mondiale pour euh, faire valoir l'éducation et la qualité. Nous ne parlons pas d'une augmentation. Il y a cette doctrine et qui est très approfondie. Nous avons parlé de Haïti, nous avons parlé de Chili, nous avons parlé de Puerto Rico. Donc, il y avait ce choc, de la doctrine de choc. Et nous sommes vraiment dans une pandémie qui impacte tout le monde. Donc, il y a un certain nombre de garde-fous. On a tous besoin de l'éducation, on a besoin de la technologie pour communiquer, parce qu'on ne peut pas faire des choses en présentiel. Est-ce que ça veut dire que les systèmes éducatifs doivent tous être basés sur la technologie? Non, pas du tout. On a besoin d'enseignants dans les classes. On est dans une pandémie, vrai, mais
ce n'est pas du tout le normal, mais en même temps, il- je- nous utilisons la technologie a son rôle et c'est pour ça que la technologie doit venir en complément, mais la technologie ne pourrait pas remplacer les enseignants. Et on a besoin des enseignants, on a besoin de ce contact humain avec les élèves. Et je souhaite également dire que quand je regarde le rapport de l'UNESCO sur la réponse à la COVID, et j'ai également, je pense que c'est une opportunité mondiale, cela, et c'est vraiment une exigence. Et malgré les défis de cette crise, la situation offre également l'opportunité de revoir la prestation de l'éducation à travers, en tirant parti des expériences collectives dans le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Euh, Si le système éducatif n'est pas du tout motivé par les logiques économiques, sachez que la COVID est vraiment un problème à court terme. Nous avons également, en fait, le problème de changement climatique. Il faut vraiment que les étudiants soient préparés et c'est le rôle de l'éducation. L'étudiant doit être préparé pour faire face aux problèmes du 21e siècle. Et ça veut dire que l'étudiant doit vraiment vivre de façon écologique et respecter les principes verts. Et ça, c'est en fait un besoin fondamental. Donc, c'est une occasion pour nous. Nous pouvons soit dire que, allez, on va autoriser l'invasion technologique dans notre éducation. On va remplacer les enseignants par la technologie, on va remplacer les enseignants par les tablettes, ou bien on va vraiment repenser notre relation avec la planète, avec la société, pour que les étudiants puissent vraiment être préparés à faire face aux défis du 21e siècle. Nous avons présenté les réformes en 2017. Je ne sais plus dans quelle ville, et il y a Cornel qui a dit que donc, en fait, il fait une réflexion très profonde et il a dit que tout cela est une distraction. Donc, le travail d'éducation est vraiment un travail très, très dur. Donc, nous devons vraiment faire face à ce défi, être à la hauteur de ce défi et bien faire son travail. Nous ne pouvons pas le sous-traiter, nous ne pouvons pas suivre le modèle où les acteurs privés entrent et ne respectent plus les intérêts publics. Donc, les acteurs privés sont plutôt redevables aux actionnaires et pas au public. Et on ne peut pas se permettre cela. Et on ne peut pas faire en sorte que le système éducatif soit organisé comme ça. Donc, je sais que la pression est forte. Nous parlons d'une industrie de plus de 5 trillions de dollars. Je sais les enjeux financiers sont très importants et c'est vraiment extrêmement élevé les enjeux, mais il faut aussi penser à notre planète et à nos étudiants. Donc, je souhaite vraiment, en fait, parler de cela dans un contexte COVID et en même temps tirer parti de ce que dit l'UNESCO, la déclaration de l'UNESCO. Il y a des implications sur comment on va travailler à l'avenir. Donc, merci beaucoup. Ce sont vraiment des discussions très virtueuses et je ne saurais plus comment travailler, comment faire face à ce travail lorsqu'on a
parlé de ce webinaire, on a parlé des différentes parties prenantes qui sont impliquées, quelles sont les différentes options politiques qui peuvent être exercées dans ce contexte. Mais pour revenir à ce que Franck a dit et à ce que Camilla a dit, il y a des luttes de pouvoir historiques dans le domaine de l'éducation. Vous avez parlé de la déclaration de l'UNESCO. Il ne s'agit pas uniquement de repenser l'éducation, mais aussi repenser le modèle de financement, les partenaires, les parties prenantes et repenser notre façon de penser à l'éducation. Je pense qu'il y a d'autres commentaires, mais je vois aussi qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, Camilla et Franck, est-ce que vous pouvez prendre la parole et peut-être dire quelques mots de clôture et qu'est-ce qui va se passer à l'avenir? Donc, euh, qu'est-ce que nous pouvons, par exemple, faire en tant que planificateur dans les ministères? Qu'est-ce qu'on peut étudier en premier? Donc, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je souhaite en fait soulever un autre point. Je vais essayer de conclure tout. Je voulais attirer votre attention à cette question de gouvernance. En Amérique latine, surtout, et aussi dans d'autres parties du monde, les chercheurs et les militants ont été très attirés par la privatisation des processus décisionnels et aux instances décisionnelles. Je pense que Franck a parlé de cela quand il a parlé de la gouvernance du système éducatif. Mais en tant que chercheurs et les militants, nous devons nous pencher d'abord sur comment certains acteurs privés, surtout ceux qui ont des avantages économiques importants, comment est-ce qu'ils commencent à rentrer dans la mécanique de prise de décision. Donc d'abord, ils peuvent faire du lobbying, ils peuvent s'organiser en réseau, ils peuvent aussi faire des réseaux de plaidoyer et tout cela pourrait donner des points d'entrée dans le secteur public. Et donc, les frontières entre le privé et le public vont s'estomper. Et ainsi, ils vont prendre le pouvoir pour prendre des décisions. Et donc, ils peuvent venir soit de l'extérieur ou vers l'intérieur, ou bien il y a certaines architectures dans la sphère publique qui est composée d'acteurs privés. Donc, nous devons également faire attention à cette question. Qu'est-ce que cela implique en matière de redevabilité publique? Qu'est-ce que cela implique pour la prise de décision? Donc, l'idée d'une gouvernance démocratique, l'idée que les acteurs peuvent se réunir autour de la table pour prendre une décision collective est très importante. Alors, pour répondre à votre question sur les prochaines étapes, la gouvernance démocratique est très importante. Les pays et les systèmes ont des mécanismes démocratiques qui sont bien établis, qui ont des structures démocratiques où différents acteurs peuvent se réunir, peuvent prendre des décisions, peuvent réfléchir ensemble et prendre des décisions dans l'intérêt public. Et tout cela à travers un débat public sur le fonctionnement d'un système. Et ça, c'est très important.
donc à l'échelle nationale, bien entendu, il faut que ce soit consolidé, mais il faut vraiment que cette instance, ce dialogue démocratique soit présent à différents niveaux. Et comment est-ce que nous pouvons renforcer les systèmes publics éducatifs? Il faut s'assurer que la profession de l'enseignant soit valorisée. Il faut aussi s'assurer qu'il y a des mécanismes de financement adéquats. Et il faut défaire cette idée qu'il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent, mais il faut aussi trouver les sources pour accéder à cet argent et utiliser cet argent à bon escient pour le renforcement des systèmes éducatifs. Merci. Franck, merci beaucoup Camilla. Nous sommes en train de bientôt conclure et je souhaite en fait réfléchir sur un certain nombre de points clés. Donc, je vais vous montrer, je vais en fait télécharger le document sur la réponse COVID. Je, et je ne peux pas trouver le document originel, mais vous devez en fait lire tous ces documents, c'est très intéressant. Émilie, peut-être vous pouvez faire passer ce document parce que je voulais envoyer à vous. Donc, quel était l'objectif de cette série? Il faut d'abord prendre connaissance de tous les sujets. Il y a eu beaucoup de recherches. Tout le monde ne travaille pas forcément sur toutes les informations. Donc, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas la privatisation. D'autres personnes ne savent pas ce que c'est le droit à l'éducation. Et aussi, parfois, on ne sait pas non plus ce que c'est les principes d'Abidjan. Donc, l'objectif, c'est d'être au courant de ces phénomènes. Pourquoi est-ce que ces phénomènes se produisent? Comment se produisent-ils? Et quels sont les résultats? Et en ce qui concerne la privatisation et aussi sur l'investissement public. Et il faut aussi savoir quels sont quel est le carrefour entre ces résultats et le droit à l'éducation et comment est-ce que nous pouvons nous focaliser sur la qualité et sur les obligations de l'État? Comment est-ce que l'État pourrait fournir une éducation de qualité? Et donc, au niveau ministériel et au niveau de l'État, ce qu'il faut changer, c'est le prisme à travers lequel nous voyons le système. Le prisme est très orienté vers l'équité et très éloigné de cette idée d'accès et de de résultats. Et aussi, comment peut-on rassurer une distribution adéquate tout en assurant la qualité? Comment se diriger vers la qualité et l'équité à la fois en utilisant les ressources optimales? Tout cela varie d'un pays à l'autre, mais tous les pays doivent prendre cette prochaine étape ensemble. Voilà le sens vers lequel nous nous dirigeons. Il s'agit d'utiliser les outils qui sont de plus en plus disponibles, les indicateurs, les cadres, la réflexion, et il faut que tout cela soit appliqué à vos systèmes éducatifs euh, nationaux. Il est très difficile, il y a beaucoup de pression, tout le monde propose une solution à guichet unique, mais sachez qu'il n'y a rien de gratuit dans le monde. Il faut se poser la question, quel est le coût public de ce qui est offert et comment est-ce que je pourrais faire des choses différemment et comment est-ce que je pourrais me mettre à défi pour s'assurer et pour faire valoir l'équité dans l'éducation. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour ces derniers propos. Merci Camilla d'avoir accepté notre invitation. Vos commentaires étaient très riches et je pense qu'il y a matière pour réflexion.
Frank Adams. J'étais ravi d'avoir passé 4 mercredis avec vous, j'ai vraiment l'impression que nous nous connaissons tous et c'est vraiment une réunion de famille. Donc, permettez-moi de prendre quelques minutes de remercier Camilla, bien entendu, mais aussi SF, qui nous a permis d'inviter Camilla et qui nous a également permis une interprétation multilingue. Merci aux interprètes également qui nous ont épaulés. Merci à ces 193 participants qui étaient avec nous et merci à tout le monde qui ont fait que cet effort soit couronné de succès. Donc, je vais télécharger toutes les ressources sur le chat et je serai en fait ravi de communiquer avec vous. Avec cela, merci beaucoup et au plaisir de vous voir la prochaine fois. Merci tout le monde. Au revoir. Muchas gracias. Merci, au revoir.